Bien, comme on avait prévu de redémarrer à 14 heures, c'est 14 heures, restons dans les temps et les délais. Voilà, donc je prends la suite de Johan pour l'après-midi. Donc comme vous l'avez vu sur le programme, il y a 2 tables rondes, donc on change un peu la formule, ce qui permettra là aussi de diversifier un peu les enjeux, puis surtout les approches. Donc formule table ronde sur 2 thématiques, et vous avez bien compris depuis ce matin qu'en fait la loi de 2019 touche énormément de choses et que on ne pouvait pas tout traiter, donc on a fait des choix, et là il y a des thématiques qui nous paraissaient intéressantes pour diverses raisons. Et donc comme vous l'avez vu, une première table ronde sur le nouveau cadre déontologique, c'est un des enjeux importants, même s'il y en a d'autres, sur la déontologie des agents publics dans la fonction publique. Donc on aura 3 intervenants, enfin une intervenante, et puis 2 discutants, voilà, qui se présenteront. Je pense que ce sera plus simple au moment où chacun prendra la parole. Et puis après, une deuxième table ronde sur un enjeu spécifique, là aussi, que parfois on oublie un peu, qu'on laisse souvent de côté. Pourtant, les enjeux disciplinaires sont quand même des enjeux importants aussi dans la fonction publique, dans tous les lieux. Voilà, pour ne pas revenir là non plus sur d'autres sujets. Bien, pour ne pas perdre plus de temps, je vais laisser donc la parole à Madame Untermeyer-Carléo sur sa présentation concernant ce nouveau cadre déontologique des agents publics. Merci, chers collègues. J'en profite, je prends quand même le temps de dire merci. La voix est désagréable, non? Ça va? Faut pas que je me mette trop près, dites-moi. Là, c'est bon, vous m'entendez bien? Bon, alors je reste à distance raisonnable du micro. Je prends le temps quand même de remercier l'équipe de Lille. Je connais la maison désormais, hein. C'est au moins la 3e fois. Je me demande s'il n'y a pas une 4e fois que j'oublie, que je viens ici, et c'est toujours un grand plaisir. Merci, Johan, en particulier. Et je dois dire que j'en profite quand même pour citer l'Observatoire de l'éthique publique et le think tank dans le cadre duquel nous sommes rencontrés. Je suis chargée avec... Alors, tu nous as laissé le soin de nous présenter. Oui, voilà. J'ai une double casquette ici. Je suis à la fois universitaire, maître de conférences de droit public à l'université Jean Moulin Lyon 3. Et par ailleurs, je suis également référente déontologue pour la fonction publique territoriale au niveau du Rhône, de la Haute-Loire et de la Haute-Loire et de l'Isère, puisque les centres de gestion mutualisent. Et puis, je suis désormais également référente déontologue pour mon université, l'université Lyon 3. Voilà, mais c'est plutôt avec ma casquette d'universitaire que je vais d'abord présenter ce nouveau cadre déontologique issu de la loi TFP, la loi de transformation de la fonction publique. Alors, pour dire les choses simplement, la loi TFP, la loi de transformation de la fonction publique, c'est finalement l'acte 2 en matière de déontologie de la fonction publique, après l'acte 1, qu'est la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, et qu'on appelle communément la loi déontologie. Alors, les articles 34 et 35 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifient les articles 25 septies et 25 octies de la loi du 13 juillet 83, issue de la loi de 2016, la loi déontologie. Et puis la loi est complétée par un décret, le décret du 30 janvier 2020, relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique, qui a abrogé le précédent décret du 27 janvier 2017. Alors, comme l'exposait très clairement, hein, sans aucune dissimulation, l'exposé des motifs du projet de loi, que vous en avez un extrait sous les yeux derrière moi, la réforme poursuit un double objectif. Il s'agit d'abord d'assurer, dans le respect des règles déontologiques, une plus grande fluidité des parcours des agents publics entre le secteur public et le secteur privé. Le texte vise également à renforcer et rendre plus efficace le contrôle déontologique en le concentrant sur les fonctions et emplois les plus sensibles, tout en responsabilisant davantage les administrations sur cette question pour diffuser une culture déontologique au plus près des agents. Autrement dit, le but premier de la loi, ce n'est pas de renforcer les exigences déontologiques qui pèsent sur les fonctionnaires. La réforme du cadre déontologique apparaît finalement comme une sorte de compensation, une contrepartie aux nombreuses mesures favorisant la circulation entre le secteur public et le secteur privé. Finalement, la déontologie apparaît comme un discours de légitimation qui est là pour faire mieux accepter les apports majeurs de la loi de transformation de la fonction publique, à savoir l'ouverture plus grande de la fonction publique aux agents contractuels, y compris dans les emplois de direction, et surtout la volonté quasi obsessionnelle du législateur de réduire le nombre de fonctionnaires en les poussant vers le secteur privé à travers différents dispositifs qui leur permettent de quitter plus facilement le secteur public, tels que la rupture conventionnelle, on en a parlé ce matin, le détachement d'office en cas d'externalisation ou le congé de transition professionnelle. Mais, ceci étant,
Grâce aux députés, considérablement enrichis par les députés, la loi apporte des améliorations notables au cadre déontologique des agents publics. Le législateur a en effet repris un certain nombre de propositions qui figuraient dans un rapport d'information sur la déontologie des fonctionnaires et l'encadrement des conflits d'intérêts, présenté par les députés Olivier Marleix et Fabien Matras le 31 janvier 2018. Et ce sont les députés de l'opposition et de la majorité qui ont uni leurs forces, c'est quand même assez inédit. Au sein de l'Assemblée nationale, ils ont uni leurs forces pour pousser le gouvernement, représenté par Olivier Dussopt, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, qui a été quelque peu malmené lors des débats. Ils l'ont poussé à revoir sa copie et à renforcer les contrôles déontologiques. Alors, ceci étant, les choix opérés par le législateur ne sont pas sans danger. Certains universitaires ont dénoncé un allègement des contrôles déontologiques opérés pour favoriser les départs vers le secteur privé. Le journaliste Laurent Mauduit n'a pas hésité à titrer sur Mediapart « Fonction publique, c'en est fini de la déontologie ». Puisqu'en confiant à l'autorité hiérarchique la responsabilité d'apprécier le risque déontologique avant de se tourner vers les organes déontologiques compétents, la loi augmenterait les chances pour les agents qui souhaitent quitter le secteur public ou au contraire l'intégrer d'échapper à tout contrôle préalable. Il est donc nécessaire d'apprécier avec rigueur, et c'est le titre de cette table ronde, les avancées et les risques qui résultent de cette réforme du cadre déontologique des agents publics. Alors nous allons voir que le texte rénove en profondeur le cadre institutionnel des contrôles déontologiques et vise ensuite à renforcer leur portée effective. Donc un cadre institutionnel de contrôle profondément rénové. Alors, première chose, la loi de transformation de la fonction publique a purement et simplement supprimé la commission de déontologie de la fonction publique. Les députés de la majorité et de l'opposition, ensemble, ont obligé le gouvernement à aller beaucoup plus loin qu'il ne le voulait initialement en décidant de supprimer cette commission de déontologie de la fonction publique qui avait été créée en 1991. Donc, depuis le 1er février 2020, date d'entrée en vigueur de la réforme, la commission de déontologie, qui était un organisme composé de 14 membres appartenant au grand corps de l'État, placé auprès du Premier ministre et rattaché administrativement à la DGAFP, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, cette commission a donc passé le relais à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, autorité administrative indépendante qui est née avec les lois d'octobre 2013 pour la transparence de la vie publique. Et donc c'est cette dernière qui se retrouve compétente pour contrôler les départs des agents publics vers le secteur privé, et ainsi que les cumuls d'activités en cas de création ou de reprise d'entreprise. Et donc, comme son prédécesseur, elle doit examiner si l'entreprise que l'agent public envisage de créer que l'agent public envisage de créer ou l'activité privée qu'il souhaite exercer risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou encore de placer l'agent en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 et 432-13 du Code pénal, c'est-à-dire les délits de prise illégale d'intérêt. Alors la haute autorité est composée d'un collège unique, à rebours de la volonté du gouvernement de créer des formations spécialisées, l'une pour la fonction publique, l'autre pour les élus et autres responsables publics. La loi n'a donc pas opéré, contrairement à ce qu'on entend souvent, la loi n'a pas opéré de fusion-absorption, de FUSAC, entre la commission de déontologie et la haute autorité, dont le nom d'ailleurs reste finalement inchangé. Il aurait de toute façon fallu une loi organique pour changer sa dénomination. Mais ce que je veux dire ici, c'est que la haute autorité n'est pas une nouvelle autorité née de la fusion avec la commission. Simplement, son collège, qui reste unique donc, est constitué désormais de 13 membres, dont le nombre de personnalités qualifiées est porté de 2 à 6, nommés respectivement par l'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement, qui a dû lutter âprement à l'Assemblée nationale avec les parlementaires pour obtenir la possibilité de nommer 2 personnalités qualifiées au sein de ce collège. Alors, très rapidement, pourquoi supprimer la commission de déontologie de la fonction publique ? Au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il s'agissait de faire disparaître une commission décriée, critiquée, d'éteindre le sentiment de suspicion qu'elle entretenait à tort ou à raison dans l'opinion publique à l'égard des fonctionnaires, et notamment des hauts fonctionnaires accusés de pantoufler sans vergogne. On pense par exemple
faute de temps, je ne développerai pas, mais on pense par exemple à l'affaire Pérol en 2009, du nom de l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui a repris la tête du groupe Banque Populaire et Caisse d'Épargne sans que la commission déontologie ne soit saisie. On pourrait aussi citer plus près de nous l'affaire mettant en cause Alexis Kohler et qui a montré l'impuissance de la commission à s'assurer du respect des réserves qu'elle peut émettre, dont elle peut assortir les avis de compatibilité qu'elle émet. Bref, outre la volonté de faire peau neuve, en tournant la page de l'ancienne commission de déontologie, le transfert de ces compétences à la haute autorité est également justifié par le souci de centraliser entre les mains d'une seule instance nationale l'ensemble des contrôles déontologiques qui pèsent à la fois sur les élus et les autres responsables publics d'une part, et d'autre part sur les agents publics. Puisque, effectivement, depuis les lois de 2013 sur la transparence de la vie publique, la haute autorité contrôle, vous le savez, les déclarations d'intérêt et les déclarations de situation patrimoniale que doivent lui transmettre les responsables publics, mais aussi certains agents publics. Et depuis la loi déontologie du 20 avril 2016, la haute autorité s'est également vue confier le soin d'émettre un avis sur le départ vers le secteur privé d'un membre du gouvernement ou d'un exécutif local, y compris lorsque ces fonctions sont exercées par un agent public. Donc déjà, la haute autorité exerçait une compétence à l'égard de ces agents publics par dérogation à la compétence de la commission de déontologie. Et puis, vous savez que la loi Sapin II, enfin le projet de loi qui a donné lieu à la loi Sapin II du 9 décembre 2016, avait souhaité élargir la compétence de la haute autorité à certains autres agents publics assujettis à des obligations déclaratives auprès d'elle, c'est-à-dire les membres des cabinets ministériels, les collaborateurs du président de la République, ainsi que tous les titulaires d'emploi à la décision du gouvernement nommés en Conseil des ministres, mais ces dispositions avaient été censurées de manière assez contestable par le Conseil constitutionnel qui avait vu une atteinte à l'objectif d'accessibilité, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Bref, la loi TFP met un terme à un enchevêtrement de compétences complexes entre les deux institutions qui étaient devenues concurrentes en matière de déontologie de la vie publique et fait de la haute autorité une super instance nationale en matière de déontologie de la vie publique. Alors, la loi établit un double système de contrôle déontologique et seuls les agents les plus exposés au risque déontologique, au risque de conflit d'intérêts, seuls ces agents-là, qui souhaitent quitter le secteur public ou créer une entreprise, seront soumis à un contrôle préalable systématique de la haute autorité. Parce qu'il faut savoir qu'avec la loi déontologie du 20 avril 2016, la commission de déontologie était saisie de tous les projets des agents publics de création d'entreprise ou de départ vers le secteur privé, ce qui fait qu'elle s'était retrouvée complètement ensevelie, dépassée, submergée par le nombre de saisines, et c'est ce à quoi veut remédier la loi TFP, en permettant à la haute autorité de se concentrer sur les fonctionnaires présentant un risque déontologique élevé, à savoir ceux qui occupent un emploi, vous avez les dispositions derrière moi à l'écran, ceux qui occupent un emploi dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, mentionné sur une liste établie par décret en Conseil d'État. Alors le décret auquel il convient de se référer, c'est le décret que j'évoquais en introduction du 30 janvier 2020, relatif au contrôle déontologique dans la fonction publique, article 2. Je n'entre pas dans les détails faute de temps, mais dans les grandes lignes, les emplois soumis au contrôle systématique préalable de la haute autorité, ce sont ceux qui sont déjà assujettis à des obligations déclaratives de déclaration d'intérêt ou de situation patrimoniale. Mais pour la très grande majorité des agents, la loi a mis en place un système de contrôle déconcentré, délocalisé, c'est-à-dire que le contrôle déontologique sera exercé sur place par l'autorité hiérarchique et le référent déontologue. C'est-à-dire que l'appréciation de la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise ou bien de départ vers le secteur privé avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des 3 années précédant sa demande d'autorisation, l'appréciation de cette compatibilité donc reposera en premier lieu sur l'administration qui emploie l'agent et en cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet de l'agent, l'autorité hiérarchique pourra saisir le référent déontologue.
Et c'est si le référent déontologue ne permet pas de lever le doute que l'autorité hiérarchique saisira enfin la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Alors, vous avez derrière moi le petit schéma qu'on a établi au sein du centre de gestion du Rhône pour les autorités territoriales qui sont un petit peu perdues avec l'entrée en vigueur de la réforme. Mais je dois dire qu'il y a un autre schéma qui est en ligne sur le site de la HATVP, dont vous parlera ma collègue à ma droite, dans quelques instants sans doute. Alors, on voit que le référent déontologue, qui, je vous le rappelle, a été créé par la loi déontologie de 2016, dont l'existence est prévue à l'article 28 bis de la loi de 83, ce référent déontologue voit son rôle renforcé et transformé. Ce n'est plus le même référent déontologue. Jusqu'ici, il ne pouvait être saisi que par les agents qui le questionnaient à titre individuel et de manière confidentielle. Désormais, il pourra être saisi par l'autorité territoriale en cas de doute sérieux sur un projet de l'agent. C'est un changement important qui a été peut-être un peu sous-estimé parce que je crois qu'il y a des mesures à prendre pour rassurer les agents qui doivent pouvoir s'adresser à leur référent déontologue sans avoir peur que ce dernier rapportera les questions qui lui sont posées à l'autorité hiérarchique. Et puis, il convient, étant donné le renforcement, cette responsabilité renforcée du référent déontologue, il convient évidemment de nommer des référents déontologues qui sont compétents, qui sont à même d'apprécier le risque déontologique et notamment le risque de prise illégale d'intérêt, ce qui n'a rien d'évident. La jurisprudence pénale est très très pauvre en la matière et vous le savez, la commission de déontologie a beaucoup été critiquée sur ce point. Ses avis n'ont pas été publiés, il n'y a que ces rapports publics annuels, donc il n'y a pas de base de jurisprudence à laquelle les référents déontologues peuvent se référer. Donc il faudra que la haute autorité, et elle avait déjà commencé de le faire sous la présidence de Jean-Louis Nadal, alors même que la loi ne lui confère pas expressément cette compétence, la haute autorité devra assumer un rôle de pilotage du réseau des référents déontologues afin de les accompagner dans l'exercice de leurs nouvelles responsabilités, de veiller à ce qu'ils disposent des formations, des informations nécessaires et de leur donner la possibilité d'échanger entre eux, avec eux. Alors, pour répondre à ceux qui sont très inquiets de la mise en place de ce système de contrôle déconcentré, oui, incontestablement, il y a un risque. Il y a un risque que des autorités hiérarchiques, complaisantes, ignorantes, paresseuses, peu importe les raisons, ne saisissent ni le référent déontologue, ni la HATVP. Ce risque est réel. Mais je crois qu'on peut quand même être assez optimiste, on peut rester optimiste, puisque déjà, de toute façon, de fait, la commission de déontologie de la fonction publique, qui certes était censée opérer un contrôle systématique de toutes les demandes de création d'entreprises ou de départ vers le secteur privé des agents publics, cette commission était largement dépassée par le nombre des saisines, et donc, de fait, il n'y avait pas de contrôle systématique. Je vous rappelle qu'en 2018, sur 7700 avis, à peu près, j'arrondis, elle a rendu 4500 avis tacites. Donc en majorité des avis tacites, ce qui n'était absolument pas satisfaisant. Et je pense que le double filtrage opéré par l'autorité hiérarchique et le référent déontologue peut permettre en tout cas, une analyse plus systématique et approfondie des situations individuelles. Alors, pour aller très vite, sur la portée des contrôles déontologiques, celle-ci est renforcée. Alors, sur le fond, il n'y a pas tellement de changements de manière générale. Les règles sont les mêmes. Par exemple, la loi reprend la règle selon laquelle un agent qui veut créer une entreprise doit nécessairement demander une autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel. Pas de changement là-dessus. La loi simplement allonge la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, en la faisant passer de 3 à 4 ans, ce qui est la durée, ce qui montre bien la volonté de favoriser l'esprit d'entreprise des fonctionnaires, pour faire vite. Pas de changement non plus quand on lit le décret de 2020 sur le régime du cumul des emplois publics avec des activités accessoires. Il y a une innovation essentielle, qui résulte de la loi du 6 août 2019, c'est le contrôle de ce qu'on appelle le rétro-pantouflage, c'est-à-dire le contrôle préventif qui a été instauré en cas de retour d'un agent dans la fonction publique, ou alors de contrôle préalable au recrutement d'une personne qui vient du secteur privé. Contrôle donc du rétro-pantouflage, c'est la reprise d'une proposition qui figurait dans le rapport d'information que j'ai cité, de Fabien Matras et Olivier Marlex. Là encore, un système déconcentré, la HATVP se contrôle sur les cas les plus exposés,
vous avez les dispositions concernées sous les yeux et l'autorité hiérarchique, avec l'aide du référent déontologue, opère un filtrage pour les autres emplois, enfin pas tous, ceux dont le niveau hiérarchique ou la nature des fonctions le justifie, mentionnés sur une liste établie par décret en Conseil d'État. En ce qui concerne les prérogatives de la haute autorité, grosso modo, ce sont les mêmes que celles dont disposait la commission de déontologie de la fonction publique, mais tout de même, la loi apporte certaines améliorations. Sélection, je ne suis pas exhaustive. Tout d'abord, en ce qui concerne le pouvoir d'autosaisine de la commission de la haute autorité, la commission en disposait déjà. Du pouvoir d'autosaisine depuis 2009, sauf que la loi améliore les choses puisque désormais, la haute autorité pourra se saisir dans un délai de 3 mois, non seulement à compter de la création d'entreprise par le fonctionnaire ou du début de l'activité de l'intéressé dans le secteur privé, mais surtout, c'est ça l'amélioration apportée par la loi, 3 mois à compter du jour où le président a eu connaissance d'un défaut de saisine préalable de la haute autorité. Donc 3 mois à partir du jour où l'affaire éclate dans les médias, par exemple. Donc ça renforce l'intérêt de ce pouvoir d'autosaisine. Je passe sur les pouvoirs d'investigation. Sur la publicité des avis, malheureusement, les tentatives de certains députés de rendre la publicité de certains avis obligatoires, ces amendements n'ont finalement pas vu le jour. Donc les dispositions sont les mêmes que celles qui existaient sous l'empire de la commission de déontologie de la fonction publique. Il n'appartiendra donc qu'à la haute autorité de décider de rendre publics les avis rendus, dans le respect des dispositions du Code des relations entre le public et l'administration. Et donc là, il n'y a qu'à espérer que la haute autorité se démarque de la pratique de son prédécesseur, qui n'avait en tout et pour tout publié qu'un seul avis. Vous connaissez lequel? Il concernait le départ vers le secteur privé de M. Alexandre B pour Benalla. Alors, s'agissant des sanctions attachées au non-respect des avis, là non plus, pas vraiment de changement. Malheureusement, là encore, les députés n'ont pas obtenu ce pourquoi ils se sont battus en séance à l'Assemblée nationale, à savoir la création de sanctions pénales attachées au non-respect des avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserve. Donc, pas de sanctions pénales. Bien sûr, l'agent qui ne respecte pas un avis d'incompatibilité de la HATVP peut effectivement se trouver en situation d'être poursuivi pénalement pour prise illégale d'intérêt, mais il n'existe toujours pas de sanction pénale attachée précisément au non-respect des avis de la haute autorité, alors que s'agissant du contrôle des déclarations d'intérêt et de situation patrimoniale, il existe des sanctions pénales spécifiques pour punir ceux qui ne remplissent pas leurs obligations déclaratives. Pour finir sur une note positive, c'est en matière de suivi des réserves que la loi se montre relativement innovante. Elle prévoit que durant les 3 années qui suivent le début de l'activité privée ou la nomination à un emploi public, l'agent qui a fait l'objet d'un avis d'incompatibilité ou de compatibilité avec réserve doit fournir à la demande de la haute autorité toute explication ou tout document pour justifier qu'il respecte cet avis. Et en l'absence de réponse, la haute autorité le met en demeure de répondre dans un délai de 2 mois. S'il ne répond pas, si la haute autorité n'obtient pas les informations nécessaires ou qu'elle constate que son avis n'a pas été respecté, elle en informe l'autorité dont relève l'agent et elle peut publier le résultat de ses contrôles. Et donc avec ces dispositions, la haute autorité a entre les mains des prérogatives pour asseoir son autorité et sa légitimité en faisant en sorte que ces réserves ne restent pas lettre morte, mais bien sûr, il lui faudra pour cela des moyens humains et financiers dont il n'est pas fait état dans la loi TFP. Alors, je conclus en disant que le système mis en place par la loi TFP est intéressant en ce qu'il permet aux instances déontologiques de se concentrer sur les cas présentant un risque réel, un risque déontologique réel. Ce système, c'est indéniable, présente un danger, un risque, mais je crois qu'il dépendra, son efficacité, sa réussite, dépendra du dynamisme de la haute autorité et de sa capacité, avec l'aide du réseau des référents déontologues, à diffuser, à insuffler cette culture déontologique au sein de la fonction publique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour avoir tenu le temps.
Et on va pouvoir passer, je dirais, aux discussions. Donc, je vais laisser nos deux intervenants qui sont là présents pour rebondir sur vos propos, puis amener eux-mêmes peut-être des éléments complémentaires. Donc, comme la HATVP a beaucoup été citée, finalement, peut-être qu'on va d'abord laisser Marie-Charlotte Litou répondre, ou en tout cas réagir, et on verra après, selon les questions, sur le schéma, s'il y a éventuellement des questions sur d'autres choses. Mais voilà, je vous laisse... Merci beaucoup. Tout d'abord, je voudrais d'abord remercier les organisateurs d'avoir convié la Haute Autorité à ce colloque, qui est le premier auquel nous participons pour présenter la réforme. Oui, c'était très, très intéressant. Moi, je vais vous présenter, du coup, suite à la présentation des missions et des contrôles, plus la mise en œuvre concrète de la réforme au sein de la Haute Autorité. Comme l'a dit ma collègue, la suppression de la commission de déontologie de la fonction publique et le transfert de certaines de ces missions n'était au départ pas prévu par le projet de loi initial, mais elle s'est imposée au cours des travaux législatifs, au regard notamment du manque de moyens de la commission. Il faut savoir que l'ancien président Jean-Louis Nadal, au départ, avait été auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, et ce n'était pas quelque chose qui avait été envisagé, mais c'était la volonté des parlementaires. Vous avez abordé toutes ces modifications de contrôle qui a eu un impact sur l'organisation même de la Haute Autorité, avec un collège renouvelé pour pouvoir absorber ces nouvelles missions et un champ de contrôle des responsables et des agents publics qui s'est considérablement étendu. Le collège est désormais composé de 30 membres. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il n'est pas encore au complet, puisqu'il manque encore la nomination d'une personnalité qualifiée par le président du Sénat, mais qui ne devrait pas tarder, on l'espère, pour que nous puissions atteindre notre rythme de croisière. Et enfin, il y a aussi une nouveauté qui n'a pas été abordée, mais qui est vraiment significative sur la place désormais du référent déontologue dans le contrôle déontologique des agents publics, puisque le référent déontologue de l'administration ou de la collectivité territoriale, dont relève l'agent qui est intéressé à une délibération du collège, pourra désormais assister à ces séances sans toutefois bénéficier d'une voix délibérative. Donc c'est vraiment une présence qui a vocation à permettre aux membres du collège d'apprécier plus précisément la situation de l'agent public qui lui est soumise. Mais c'est vrai que sur ce point, je n'ai pas vraiment d'exemple encore à vous donner, puisqu'on a eu seulement deux collèges depuis la mise en œuvre de la réforme le 1er février, et aucun référent déontologue n'est encore assisté au collège, mais c'est vrai que c'est une avancée d'avoir cette personnalité extérieure qui a la vision interne de l'administration et de la collectivité territoriale. Il faut savoir que dès la promulgation de la loi, donc à l'été 2019, tout s'est mis en place assez rapidement pour que la Haute Autorité puisse pleinement intégrer ces nouvelles missions. Il y a eu une coopération totale avec la DGAFP, la Direction générale de l'administration et de la fonction publique, avec plusieurs réunions préparatoires pour préparer l'absorption de la commission de déontologie. Plusieurs points ont été abordés, notamment la question des archives, les rapporteurs, des points que je vais aborder plus précisément après, mais également une présentation du fonctionnement et du traitement des dossiers tels qu'ils étaient faits par la commission de déontologie. Après, c'est vrai que c'est une phase un peu plus technique, puisque les services de la Haute Autorité ont dû aussi préparer l'intégration de ces nouvelles compétences d'un point de vue informatique. Il fallait vraiment donner aux services de la Haute Autorité, aux chargés de mission juridique, la capacité de recevoir, enregistrer et traiter les saisines dans des conditions qui permettaient un traitement efficace et respectueux, surtout des délais qui étaient prévus par la loi. Il faut savoir que pour les contrôles de prénomination, le délai est de seulement 15 jours à partir de la saisine reçue par l'administration, et pour les contrôles de création ou de reprise d'entreprise ou de reconversion professionnelle dans le secteur privé, ce délai est de 2 mois. Donc, ce qui a été décidé, c'était une saisine par voie dématérialisée et sécurisée via le site internet de la Haute Autorité. Ça a été, il faut savoir, un très très gros travail de développement informatique qui a mobilisé tous les services de la Haute Autorité pendant de longs mois.
Cette mobilisation s'est aussi poursuivie pour prévoir tous les supports de communication et de diffusion à destination des référents odontologues, des agents publics et des autorités hiérarchiques pour faire connaître à la fois ces nouveaux contrôles, les emplois et les fonctions qui étaient concernés, parce qu'on l'a vu, la loi est quand même assez complexe avec ces deux contrôles, le contrôle subsidiaire et le contrôle préalable obligatoire de la haute autorité. Donc c'était important de communiquer très largement à la fois sur le site internet mais aussi sur les réseaux sociaux, LinkedIn, et aussi en passant par des relais tels que les associations d'élus, les centres de gestion, pour communiquer sur ces nouveaux contrôles. Ce qui a un peu ralenti cette préparation et cette mise en œuvre de la réforme au sein de la haute autorité, c'est la publication des décrets d'application qui est intervenue assez tardivement, mais qui était pourtant nécessaire pour connaître le périmètre des emplois et des agents qui rentraient dans le champ de contrôle de la haute autorité. C'était nécessaire pour les services pour faire un travail d'identification et de recensement de ces nouvelles catégories de responsables publics qui étaient maintenant soumis à ce contrôle. Donc, comme l'a évoqué Élise, il y a eu deux décrets, le décret du 22 janvier et le décret du 30 janvier 2020, suivi très rapidement de la publication d'un arrêté le 4 février 2020, donc vous l'aurez remarqué après l'entrée en vigueur de la réforme, qui précisait notamment les pièces justificatives qui devaient composer les saisines, à la fois les saisines de l'agent pour l'autorité hiérarchique, mais aussi les saisines de l'autorité hiérarchique envers la haute autorité. Donc, il faut savoir qu'une fois que ces saisines sont reçues, je vais parler un peu plus précisément de l'instruction du dossier et comment se passent les délibérations du collège. Donc, les saisines sont traitées par les services, c'est-à-dire par les agents de la direction juridique et déontologique, qui est composée à l'heure actuelle de 5 chargés de mission, d'une adjointe et d'un directeur. Il faut savoir qu'il n'y a pas, pour l'instant, pas de spécialisation des agents, mais vraiment une volonté d'être polyvalent. Ce que j'appelle spécialisation, c'est et qu'il n'y a pas pour l'instant de séparation entre des agents qui traitent des dossiers de la fonction publique territoriale, la fonction publique d'État, ou alors une spécialisation par type de contrôle. Les dossiers instruits par les services sont ensuite présentés aux membres du collège pour délibération. Il faut savoir qu'on a à l'heure actuelle un collège tous les 15 jours qui dure sur toute la journée, contre seulement une après-midi jusqu'à maintenant. Une augmentation du délai pour permettre de traiter tout le flux des saisines issues de la réforme. Donc je ne vous cache pas que les premiers collèges sont assez denses pour pouvoir traiter toutes les saisines. Pour les questions juridiques complexes ou nouvelles, les services peuvent être assistés par un rapporteur qui peut être nommé après avis du président de la haute autorité parmi les 3 juridictions, donc la juridiction administrative, la juridiction pénale et la juridiction financière. Mais une nouveauté aussi qui est introduite par la loi du 6 août dernier, le président de la haute autorité peut également faire appel à des rapporteurs choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A, à l'exclusion de ceux qui exercent déjà des fonctions de référent déontologue. Il faut savoir qu'après la promulgation de la loi, on a eu une réunion avec les rapporteurs de la commission de déontologie de la fonction publique pour voir aussi si eux étaient intéressés pour travailler maintenant avec la haute autorité. Une petite difficulté où l'enjeu c'était que l'organisation du travail des rapporteurs était différente à la commission de déontologie qu'il l'est à la haute autorité, puisque les rapporteurs travaillaient beaucoup, étaient très autonomes et travaillaient beaucoup de chez eux, tandis que les rapporteurs à la haute autorité, c'est vrai, travaillent en étroite coopération avec les services et travaillent sur place dans les locaux de la haute autorité, surtout pour une raison de confidentialité des données, puisqu'ils ont accès à tous les dossiers des responsables publics, et notamment les déclarations de patrimoine et les déclarations d'intérêt. Suite à les délibérations du collège, je sais qu'une question très, très attendue, et vous l'avez abordée, c'est la publicité des avis qui peuvent vraiment servir de recueil de doctrine sur lequel les référents déontologues peuvent s'appuyer dans le cadre de leurs fonctions pour rendre leurs avis une fois qu'ils sont saisis par les autorités
hiérarchiques. La commission de déontologie faisait l'objet de nombreuses critiques, non seulement sur le manque de moyens, mais aussi sur l'absence de publicité de ces avis de reconversion professionnelle dans le secteur privé des agents publics, qui étaient pourtant prévus par la loi pour les avis d'incompatibilité et de compatibilité avec réserve. Un seul avis a été publié en mars 2009, comme vous l'avez évoqué, relatif à un ancien collaborateur du président de la République qui avait rejoint une société de sécurité. Mais c'était vraiment la volonté du législateur avec la loi du 6 août de changer cette pratique. Et c'est la raison pour laquelle les avis de la Haute Autorité peuvent être rendus publics sur le site internet de la Haute Autorité, mais seulement après décision du collège et après que la personne concernée ait été en mesure de fournir ses observations. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore d'avis publié, ce qui tient au fait qu'on a eu seulement 2 collèges, mais les avis le seront après décision des membres du collège. Mais la Haute Autorité demeure dans une démarche de transparence et de partage de ces décisions, comme c'est déjà le cas pour certains avis de contrôle de la reconversion dans le secteur privé, des anciens membres de gouvernement, des anciens membres d'autorités administratives indépendantes et des anciens exécutifs locaux. Donc maintenant, on est début mars, la réforme est entrée en vigueur depuis 1 mois. C'est vrai qu'on peut faire un premier état des lieux des saisines. Donc par exemple, pour les contrôles de prénomination, on a eu aujourd'hui 24 saisines. Donc j'ai arrêté les données la semaine dernière, dont plus de 20 concernaient des conseillers ministériels, donc pour des emplois pour lesquels la saisine de la Haute Autorité est obligatoire avant toute nomination. Donc c'est vraiment ce qui mobilise beaucoup les services en ce moment, tout en sachant que ce délai est réduit par rapport aux autres contrôles, puisqu'il est de seulement 15 jours à partir de la saisine de l'administration. S'agissant des projets de reconversion professionnelle des agents publics dans le secteur privé, on a eu 21 saisines, mais 19 irrecevabilités. Ce qui montre vraiment qu'il y a encore un travail de pédagogie et de sensibilisation sur les procédures à suivre, puisque c'était majoritairement des saisines qui émanaient d'agents de la fonction publique territoriale et hospitalière pour des emplois qui ne nécessitaient pas une saisine préalable obligatoire de la Haute Autorité, mais pour laquelle le contrôle devait passer d'abord par l'autorité hiérarchique et éventuellement par le référent déontologue. Donc c'est vrai que c'est des chiffres assez intéressants et qui sont assez similaires également pour le cumul d'activités, donc pour la création ou la reprise d'entreprises. On a eu 11 saisines, dont 10 irrecevabilités aussi. Donc c'est des chiffres, voilà, c'est assez parlant. Donc c'est vraiment en fait très important aussi que chaque acteur de ce nouveau contrôle joue son rôle et fasse ce travail de pédagogie et de sensibilisation et que la loi soit vraiment appliquée par les administrations et les référents déontologues. Il faut que l'ensemble des parties prenantes jouent le jeu et que la Haute Autorité ne soit vraiment saisie que des questions complexes pour ne pas se retrouver paralysée et être dans une situation similaire à celle de la commission de déontologie jusqu'à sa disparition. Donc l'enjeu, c'est vraiment, et c'est la volonté de la Haute Autorité, c'est institutionnaliser un dialogue régulier avec les référents déontologues et les autorités hiérarchiques, qui sont plus que jamais, avec cette réforme, des partenaires stratégiques pour la Haute Autorité. Des actions ont déjà été mises en place avec la publication d'un guide déontologique l'année dernière qui proposait des recommandations et des bonnes pratiques sur la mise en place de dispositifs déontologiques comme une charte de déontologie, des dispositifs de prévention des conflits d'intérêts ou la mise en place d'une cartographie des risques. La Haute Autorité a aussi créé en 2018 un réseau des référents déontologues et a mis en place une rencontre annuelle avec l'organisation de conférences, d'ateliers également. L'année dernière, elle a réuni environ 80 référents déontologues de toute la sphère publique. Et il y a aussi une volonté de renforcer l'accessibilité à toute documentation qui pourrait être utile aux autorités hiérarchiques et aux référents déontologues, avec la mise en place de textes juridiques, de délibérations du collège et d'outils pratiques sur le site internet de la Haute Autorité.
Juste une remarque, au dernier trimestre 2019, la Haute Autorité a été régulièrement sollicitée par des référents odontologues sur des questions juridiques informelles. Je pense que c'était surtout dû à l'approche de l'entrée en vigueur de ces nouveaux contrôles. Nous ne nous sommes pas prononcés sur des situations individuelles, mais nous avons toujours eu à cœur de répondre et d'aiguiller les référents déontologues sur des procédures ou sur certains enjeux juridiques liés essentiellement au conflit d'intérêts, par exemple au conflit d'intérêts en public-public. Bien sûr, ces échanges doivent être renforcés, mais ces partenariats n'ont pas pour l'objet de créer une forme de lien hiérarchique entre la haute autorité et les référents odontologues, ni de contourner les principes posés par la loi. Les référents odontologues doivent bien sûr être en mesure de répondre directement aux autorités administratives ou territoriales qui les saisissent d'une situation individuelle, mais la haute autorité reste bien dans une démarche d'accompagnement et de partage de son expertise juridique. Plusieurs initiatives vont ainsi voir le jour dans les mois qui viennent, avec la publication d'un guide du conflit d'intérêts. On a vraiment senti que de la part des référents odontologues et des autorités hiérarchiques, il y avait un besoin d'information et de formation sur ce sujet central. L'appréhension du conflit d'intérêts demeure complexe et les jurisprudences judiciaires et administratives relativement méconnues. C'est pourquoi nous avons élaboré ce guide qui se veut détaillé, lisible et pratique avec beaucoup d'exemples. Donc il devrait sortir dans les mois qui viennent. La Haute Autorité travaille également aussi sur un moteur de recherche interne qui est pour l'instant qui sera interne pour l'instant, pour chercher dans la jurisprudence de la Haute Autorité, dans la doctrine, dans les délibérations, et qui a vocation, à moyen plus long terme, d'être aussi rendu public sur le site Internet, comme peut l'être par exemple la jurisprudence administrative sur le site du Conseil d'État. Et enfin, la Haute Autorité va également poursuivre ses actions de formation à destination des supérieurs hiérarchiques et des référents déontologues. Toutefois, certaines questions demeurent en suspens avec deux enjeux principaux. C'est l'accès aux archives de la Commission de déontologie de la fonction publique, parce qu'il faut savoir que la Commission de déontologie reste pour le moment, existe toujours. Elle a été reprise par la DGAFP et continue de traiter les saisines qui ont été reçues jusqu'au 31 janvier 2020. Les échanges sont très fluides avec la DGAFP, notamment pour les modalités d'accès aux archives papier qui restent pour les moments dans les locaux de la DGAFP. Il faut savoir que la dématérialisation est intervenue pour la commission de déontologie seulement à partir de 2017. Donc la majorité des dossiers qui concernent des agents publics sont en papier. Pour l'instant, on a eu besoin d'avoir accès à seulement 2 dossiers d'agents et les échanges sont très informels. Les archives sont actuellement en cours de reclassement et elles seront déplacées à plus long terme dans les locaux de la Haute Autorité. Et enfin, vous l'avez évoqué, Élise, je veux dire le nerf de la guerre, les moyens humains et financiers qui sont transférés à la Haute Autorité. On est toujours en attente des crédits d'emploi de la Commission et c'est un vrai sujet. La loi de finances 2020 ne comportait finalement aucune mention sur ce point. Et si on veut que le contrôle déontologique des agents publics soit vraiment effectif, cela passe nécessairement par un renforcement des moyens attribués à la Haute Autorité pour mener à bien ces nouvelles prérogatives. Je vous remercie. Merci pour cette réaction donc, de la Haute Autorité. Alors, comme cette fois, vous avez beaucoup parlé de déontologue, bon, du coup, on va laisser la parole à M. Deger, référent déontologue de la région des Hauts-de-France, qui va pouvoir nous donner son avis sur l'ensemble de cette réforme. Bonjour à tout le monde. Merci, je voulais remercier Madame Saison pour son invitation. Alors, je suis ici pour vous parler plus d'une pratique, la pratique de la région de France sur la déontologie. Voilà comment on s'est organisé en région de France, donc plutôt en interne. Hein. On ne passe pas par un centre de gestion, mais après, Élise pourra peut-être nous en parler aussi de sa casquette de référent déontologue. Alors, je suis auditeur, alors je suis fonctionnaire territorial, je suis auditeur et également une fonction de référent déontologue. Voilà pour vous situer ma personne.
On s'est organisé de façon spécifique et on le voit bien au niveau de nos échanges avec les autres collectivités, que chaque collectivité prend la déontologie comme elle le souhaite. C'est aussi une grande liberté pour les collectivités. Nous nous sommes organisés de cette façon. D'un côté, pour les élus régionaux, nous avions mis en place une commission de déontologie avec 3 personnalités extérieures qui gèrent les élus, et présidée par M. Van Hendrich, que je pense certaines personnes doivent connaître. Et concernant les agents, nous avons mis en place un collège de déontologie. Donc voilà, un organe collégial. Je ne suis pas seul, je ne suis pas le seul référent déontologue de la région Hauts-de-France. Ce qui m'arrange un peu, étant donné que je suis auditeur à côté. Donc voilà, on s'est organisé. Je suis référent déontologue depuis juin 2019, donc vous voyez, c'est assez récent. Donc voilà, la déontologie se construit progressivement au sein des collectivités, et c'est le cas de la région Hauts-de-France. Donc avec ce collège de déontologie qui est présidé par un membre de la commission de déontologie, voilà, nous rayonnons sur maintenant la grande région Hauts-de-France avec 9 référents déontologues. Nous avons, alors moi je suis en charge, je suis le référent déontologue des agents du siège de Lille, qui fait à peu près 1800 personnes. Et puis après on a un référent déontologue sur le site d'Amiens, et sur les antennes régionales et les lycées. Voilà, donc on rayonne sur toute la région, donc 9 référents et un référent qui s'occupe de l'animation et du bon fonctionnement de ce collège de déontologie. Et donc moi je suis appelé consulté par les agents régionaux donc du siège de Lille, surtout conseil utile, bon c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément évoqué, surtout conseil utile au respect de leurs obligations déontologiques. Par rapport à cette fonction, j'ai une double hiérarchie. Là, sur cette fonction de référent déontologue, je suis rattaché au directeur général des services, comme les 8 autres référents déontologues de ce collège de déontologie. Ce qui n'est pas dans mon périmètre, c'est par exemple les questions statutaires, d'accord, qui relèvent forcément de la direction des ressources humaines. Je suis forcément soumis au secret professionnel. Pour vous donner un exemple, voilà, les agents me questionnent en toute confidentialité, donc hors hiérarchie, sur les différentes questions, soit du conflit d'intérêts, soit de la création, du cumul d'activités, voilà, toute la dignité, probité, enfin voilà, toutes les questions qui sont possibles. Ensuite, par rapport à l'objet aussi de notre intervention, par rapport au 1er février 2020. Vous l'avez compris, on est le référent déontologue, on est sur du préventif. Voilà, on essaye de diffuser cette culture déontologique auprès des agents, des managers et voilà, de la hiérarchie. Que ça soit sur les 2 sièges Lille et Amiens et sur les antennes régionales et les lycées, nos agents des lycées, à peu près 5000 personnes qui sont aussi confrontés à des questionnements déontologiques. Par rapport au 1er février 2020, alors on avait déjà anticipé ce changement de contrôle déontologique, c'est-à-dire qu'on travaille régulièrement avec la direction des ressources humaines. Et préalablement, alors c'est pas le référent déontologue qui est consulté, c'est le collège de déontologie qui est consulté par la direction des ressources humaines sur les questions qui peuvent poser un questionnement déontologique. Donc voilà, on a déjà anticipé ce 1er février
Là, ça continue. Donc, voilà, tout se passe bien pour l'instant, il n'y a pas de soucis. Que vous dire d'autre sur la déontologie? Alors après, peut-être que vous allez avec les questions du public, m'interroger sur tout ça. On essaye vraiment de diffuser cette culture déontologique. Là, par exemple, avec les membres, mes collègues du collège de déontologie, on rencontre les différentes directions au niveau des services, et on diffuse cette culture déontologique. Alors voilà, c'est fait vraiment en interne, hein. On a mis en place, alors c'est en cours de finalisation, une charte de déontologie des agents, voilà, qui sera diffusée à tous les agents de la région et aux agents nouvellement recrutés. Alors par rapport donc je vous disais, ce renforcement du contrôle déontologique, pour nous, on est dans de la continuité, on a déjà participé donc aux journées de formation de la haute autorité l'année dernière. On a un dialogue régulier, hein, il n'y a pas de souci. Bien sûr, par rapport à l'intervention de ma collègue de la haute autorité, j'avais des petites questions, mais bon, ce sera par la suite. Voilà pourquoi, l'articulation entre Paris et puis les autres territoires. Alors, au niveau de la région de France, comme vous l'avez compris, on s'est déjà organisé. C'est vrai que sur les communes ou des collectivités un peu moins grandes, ces questions-là de déontologie peuvent poser question. C'est vrai que les agents communaux, voilà, il n'y a pas forcément on passe par un CDG, un centre de gestion. Donc c'est vrai que cette déontologie, dans une commune de 10 000 ou de 80 000 habitants, n'est pas forcément présente tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi, je m'interroge aussi sur comment faire par rapport à une commune de 10 000 habitants et vous savez qu'on a là un certain nombre de communes. Donc voilà. Après, on sait aussi, regarde, alors moi je suis juste référent déontologue, alors c'est peut-être pas le sujet, mais je suis pas le référent alerte. On s'est organisé, on a un référent alerte. On a aussi un formulaire de saisine, hein, du référent. On s'est organisé aussi avec des formules de déport, voilà, que ce soit pour les élus ou les agents. Voilà la pratique de la région de France actuellement, mais qui est, comme je pense que vous devez le comprendre, elle est vivante et elle est au jour le jour et forcément elle se construit encore. On sera aussi soumis à faire un rapport d'activité, donc le collège de déontologie et moi-même, moi sur mes activités du siège de Lille, on sera même de faire un rapport d'activité. Donc on aura une première année d'exercice, donc en juin 2020. Mais voilà, ça se diffuse progressivement. Voilà, c'est petit à petit. Voilà, j'ai pas forcément d'autres. Après, peut-être que j'aurai d'autres choses à dire, mais bon, voilà. Merci d'abord de votre intervention, votre témoignage. Peut-être justement pour réagir avec la salle, peut-être une ou deux réactions de votre part. La question des communes, du CDG ou des liens avec la... Je crois que, à nous deux, on représente un peu deux modèles différents de référents déontologues, puisque moi, de mon côté, donc je suis nommée par le centre de gestion du Rhône. Je suis universitaire, donc je suis un référent déontologue extérieur aux administrations des agents qui peuvent me saisir. Et je suis toute seule. Je veux dire, je ne suis pas un organisme collégial, hein, ça se voit. Tandis que vous, à la région Hauts-de-France, vous êtes dans un collège et vous êtes interne
à l'administration, enfin, des agents qui peuvent vous saisir. Donc je crois que les deux systèmes ont leurs vertus et leurs inconvénients. Bon, je suis très contente du mien. Je plaisante. Mais j'en profite pour juste demander un éclaircissement. Finalement, le collège de déontologie que vous avez mis en place, il ne fonctionne de manière collégiale que pour les saisines par l'autorité hiérarchique, par l'autorité territoriale. Vous, quand vous êtes saisi par un agent du siège de Lille, vous répondez tout seul. Oui, c'est oui. ça. Pardon. Oui, je réponds. Finalement, vous êtes un petit peu tout seul aussi. Oui. Bah alors, voilà, on peut toujours, une question sur un cumul d'activités, on peut aller interroger un collègue référent déontologue. Voilà. Pas l'avis rendu par la mais non, voilà. Alors après, c'est le cas pour les saisines par l'autorité territoriale. Oui, c'est ça. Parce que du coup, je me pose une question, c'est que, comme l'a dit Marie-Charlotte, pour les contrôles des prénominations, le délai est super bref, 15 jours, à compter de la saisine. 15 jours à compter de la saisine, du coup, pour réunir le collège... On utilise les voies électroniques, hein, donc pensez bien qu'on ne peut pas se réunir tout le temps. Entre des gens à Boulogne, Amiens, voilà, donc on fonctionne de manière dématérialisée. La DRH envoie sa demande au référent déontologue qui s'occupe de l'animation et de l'organisation du collège, qui répercute sur les 8 autres référents. Et puis après, on répond souvent dans les 48 heures à notre direction des ressources humaines. Hein. Voilà le fonctionnement. Après, oui, c'est vrai que c'est complètement différent. Voilà, on est en interne. La collégialité permet aussi de pas tout avoir le poids, voilà, et puis de quelque chose de rassurant, hein, quand même. Alors aussi, après, ça a aussi des inconvénients, c'est-à-dire forcément, vous n'êtes pas sur une personnalité extérieure. Et peut-être que ça peut freiner quelques agents à interroger le référent déontologue qui est par là même, qui a d'autres missions, voilà, et vous l'avez compris, je suis auditeur. Après, par exemple, d'autres collectivités ont choisi de faire en interne, soit une personne, soit plusieurs personnes, mais avec un niveau hiérarchique supérieur, un DGA, un DGS. Voilà, donc c'est vrai que chaque collectivité prend la déontologie différemment. C'est vrai que c'est très très hétérogène parce que le décret de 2017 relatif aux référents déontologues laisse des marges de manœuvre énormes et il n'a pas été changé suite à la loi de transformation de la fonction publique, donc c'est ce qui explique la grande hétérogénéité des référents déontologues. Moi, je voulais juste rebondir sur votre point. Vous abordiez la question de la diffusion d'une culture Ah oui. Et de la déontologie pour les petites collectivités territoriales. C'est vrai que c'est un réel angle mort de la réforme, parce qu'en plus, ces collectivités-là, leurs dirigeants, les responsables publics, n'entrent pas dans le champ de contrôle de la haute autorité. Et c'est vrai qu'on a il y a un peu plus de difficultés à diffuser les principes de prévention des conflits d'intérêts et les bonnes pratiques. Mais on voit quand même qu'il y a une prise de conscience même dans les petites collectivités, puisque à l'approche aussi des élections municipales, on a eu plusieurs questions émanant d'élus, même de communes de moins de 1000 habitants, qui se posaient déjà des questions de conflit d'intérêts par rapport à un conjoint ou à une conjointe qui travaillait dans la commune. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience qui est progressive, mais bien sûr qu'il y a un travail encore de sensibilisation et de diffusion de ces principes envers ce public-là qui n'est pas concerné par le contrôle. Merci. Alors peut-être des réactions, des questions dans la salle pour ce petit temps d'échange sur ces questions d'ontologie. Oui, Laurence, c'est en bas. Bonjour, j'avais juste une question. Je souhaitais connaître en fait la valeur juridique des avis ou délibérations, puisque vous avez utilisé l'un et l'autre, émis par la haute autorité en fait.
sont-elles susceptibles de recours ou pas? Est-ce que vous pouvez enjoindre une administration à faire ou ne pas faire? Oui, les avis sont des actes administratifs susceptibles de recours. Et dans le cadre de nos contrôles, on a également un pouvoir d'injonction pour enjoindre un agent ou un responsable public à mettre en place les mesures concernées. D'accord. Et vous jouez un peu le rôle d'animateur de réseau, alors avec les référents déontologues qui existent au sein de toutes les administrations, qu'elles soient territoriales, administration territoriale de l'État, fonction publique hospitalière. Oui. En fait, il faut savoir que la loi ne donne aucune prérogative sur ce sujet, mais ça a été la volonté de la Haute Autorité, dès l'instauration de cette figure du référent déontologue, d'amorcer un travail de recensement, d'identification, et surtout pour pouvoir échanger régulièrement avec les référents déontologues qui sont des partenaires réguliers et qui sont un peu les relais de la Haute Autorité au sein des structures et des collectivités territoriales. Relais dans le sens qu'il n'y a pas de lien hiérarchique, mais qu'on travaille les référents déontologues et la Haute Autorité dans le même objectif, diffuser les principes déontologiques, mettre en place des dispositifs de prévention des conflits d'intérêts. Donc c'est vrai que depuis 2 ans, on essaye d'animer ce réseau des référents déontologues de la sphère publique, tout en ayant conscience qu'il y a aussi d'autres réseaux qui se sont formés. Par exemple, la DGAFP a créé son réseau des référents déontologues de l'administration publique. Il y a également des réseaux internes au sein des ministères. Il y a par exemple un réseau des référents déontologues du ministère des Armées. Il y a des réseaux à l'intérieur locaux de l'enseignement supérieur. Donc on voit que les référents déontologues ont aussi besoin de cette collégialité et d'échanger avec leurs pairs. Parce que c'est vrai que c'est des fonctions où on peut vite se retrouver isolé. Et on a parfois besoin d'échanges sur des enjeux juridiques qui sont assez complexes. D'accord. Et la position prise par un référent déontologue, déontologie, n'engage que lui ou elle vous engage Dites-moi. Là, au contraire, contrairement à l'avis de la HATVP, je vous ai mis le texte derrière moi, qui lie l'administration et s'impose à l'agent, l'avis du référent déontologue, lui, n'a pas de valeur juridique. Que ce soit l'avis rendu à l'agent ou l'avis rendu à l'autorité territoriale, il ne lie pas l'autorité territoriale. C'est à elle de décider de renvoyer, de décider si le doute sérieux subsiste et si c'est le cas, de renvoyer la demande à la haute autorité. Mais la loi n'est pas très claire sur ce point. J'en profite pour revenir sur le schéma. Je ne sais pas s'il est juste, ce schéma. On en discutait à table avec Marie-Charlotte. Nous, on s'est contenté de mettre, vous voyez, deux flèches. Soit le doute est levé, soit le doute persiste. Et dans ce cas-là, l'autorité hiérarchique, nous dit la loi, saisit la haute autorité. Alors, doit saisir, bon, ça c'est une première question. Si le doute persiste, à mon avis, doit saisir. Mais il y a peut-être une autre option. Il peut y avoir des cas où le doute est tellement certain qu'il n'y a pas lieu d'accorder l'autorisation de partir dans le privé ou de créer l'entreprise. Et dans ce cas-là, il n'y a même pas lieu de saisir la haute autorité. Et ce cas n'est pas expressément prévu par la loi. Et alors après, j'ai l'impression que d'après votre schéma qui est en ligne sur le site de la haute autorité, vous avez prévu 3 branches. Le doute est levé, le doute persiste et l'autorisation est refusée. Comment ? Ça rejoint le doute est levé, non ? Le doute est levé, mais il n'y a pas de problème. Il peut être levé dans un sens positif ou négatif. Il y a 3 solutions. Soit il n'y a pas de problème de compatibilité, soit il y en a un et on est encore dans le doute, on ne sait pas s'il y en a un ou pas et on saisit la haute autorité, soit il y en a un, c'est sûr, et il n'y a même pas lieu de saisir la haute autorité. Donc finalement, il y a 3 cas et la loi n'en a expressément envisagé que 2. Donc il y a plein de petites questions comme ça qui vont se poser. Je crois que ça va être une année de thèse, de mise en place. Mais voilà les questions que se posent les référents à leur niveau. C'est vrai que pour eux, c'est une des grosses responsabilités Alors, vous avez déjà eu des saisines à autorité territoriale de votre côté ou depuis le 1er février? C'est peut-être un peu tôt? Oui, on en a déjà eu, mais avant.
Là, la direction des ressources humaines s'est un peu organisée aussi avec tout ça. Là, depuis, ça, voilà, on recontinue notre fonctionnement. Et sinon, je voulais revenir sur la question de Madame. Oui, on est sur un conseil utile qui ne fait pas grief. Donc après, l'agent soit se questionne toujours, soit il ne prend pas en compte notre avis, ou soit il peut faire de manière partielle le prendre en compte, ou alors faire carrément l'inverse. Ce qui nous est déjà arrivé, c'est-à-dire que l'agent nous a dit je vous remercie de votre avis et je ferai complètement l'inverse. Bon, voilà, donc on a pris acte. Voilà, c'est tout. Voilà. D'accord, merci. Oui, moi j'avais juste une question à la haute autorité, à Madame Itou, sur, vous avez parlé de la publicité des avis. Vous voyez un délai sur cette publicité? Qu'est-ce qu'il vous défaut? C'est vrai que j'ai un peu de difficulté à répondre à cette question parce que comme il y a eu seulement 2 collèges et le collège a eu à se prononcer essentiellement sur des demandes de prénomination qu'on a dû traiter assez rapidement et il y a ce délai de 15 jours. Donc là, on vient juste d'envoyer les derniers courriers de notification aux agents concernés. Donc il faut maintenant qu'on attende leur retour pour avoir leurs observations. Donc je pense que le collège commencera à décider de la publicité d'avis dans les prochaines semaines. Bien. Est-ce qu'il y a encore une question? Moi, j'en avais une, mais un peu différente, vous allez comprendre pourquoi. Juste parce que ce que vous avez rappelé pour la HATVP, l'action des moyens, travaillant par ailleurs à Paris pour une autre autorité administrative indépendante, dans laquelle on a quelques soucis, là aussi, de nomination de membres du conseil d'administration, qui fait que ça ne tourne pas. Autorité dans laquelle les restrictions budgétaires font qu'on a été obligé de changer la façon de travailler, y compris la mission. Est-ce que la HATVP aura les moyens de vraiment travailler ou est-ce que vous réorganiserez en fonction des moyens que l'on vous donne? Parce que pour avoir vécu le fait de changer les missions au motif que financièrement on n'a pas les moyens, pour une autorité indépendante, c'est toujours un peu délicat. Donc c'est juste pour savoir si vous aviez une position. Il faut savoir que depuis 2013, la déontologie a vraiment été une préoccupation croissante pour le législateur et les gouvernements successifs. Et chaque année, on a eu une augmentation à la fois du budget et des emplois qui nous étaient attribués. Et on voit que c'est, au vu aussi de l'actualité de ces derniers mois, que c'est un sujet qui est particulièrement important maintenant et reconnu aussi par les citoyens. Et je pense que les décideurs publics n'ont pas d'autre choix que de nous donner aussi les moyens pour ces prérogatives. Mais c'est vrai qu'on a commencé, il faut savoir, en 2013, on était à peine 10 agents pour un champ de responsable public qui était aux alentours de 10 000. C'est vrai que là, au fur et à mesure de l'extension de notre champ de contrôle et de nos prérogatives, à chaque fois, on a eu plus de moyens. Donc il faut espérer que ce sera le cas aussi pour cette dernière réforme. Mais là, à part l'augmentation du nombre de personnalités qualifiées dans le collège, pour l'instant, il n'y a pas de moyens supplémentaires. On a eu quelques augmentations d'ETP à la dernière loi de finances, mais qui étaient attribuées au contrôle des représentants d'intérêt. Et pour l'instant, on n'a pas eu encore les emplois qui étaient attribués à la commission de déontologie et qui normalement devraient revenir à la commission. Mais voilà. Parce que là, c'est combien d'agents maintenant? On est actuellement 56. 56. Mais il faut savoir que ça comprend... Temps plein. Il faut savoir que ça comprend aussi toute la partie contrôle du patrimoine, la partie informatique qui est très, très important. Mais à la direction juridique, on a aussi augmenté les moyens, puisque jusqu'à l'année dernière, il y avait seulement 3 chargés de mission juridique, qui sont maintenant 5. Et ça va aller, bien sûr, en s'augmentant pour... C'est votre direction? Oui, c'est pour faire face aux saisines qui, on voit, sont assez nombreuses. On est vachement bien payé. D'accord, Oui. merci. Une dernière question? Une question, oui, qu'on se posait tous les trois. Imaginons qu'un agent ait été nommé par monsieur le maire, par exemple, et qu'un de ses collègues attaque cette nomination en disant qu'il y avait bien un doute sérieux sur la compatibilité et que le référent déontologue n'ait pas été saisi pour avis. Est-ce que c'est un motif opérant d'annulation de la décision de l'autorité territoriale?
Oui, c'est une question qu'on se pose en boucle depuis tout à l'heure. Pour la reformuler, est-ce que c'est une formalité substantielle ou pas, quoi? Oui, c'est pas Parce tout que à si fait c'est juste ça. un avis. Bah non. Et est-ce qu'ils pourraient plaider, eux, est-ce qu'ils pourraient nous plaider devant le TA qu'ils n'ont pas saisi le référent déontologue parce que pour eux, il n'y avait pas de doute? Vous voyez, c'est une question à tiroir où... Bah, je pense que Et ça, si ça se fera si- comme pour tous les vices. On parle finalement d'un vice de procédure. Je pense que donc du coup, ça va être du cas par cas. C'est du Danthony. Ça se passera forcément au filtre de Danthony, Mais- c'est un vice de procédure. Ouais. La question, c'est le départ de la question, c'est comment se fait en fait le contrôle du doute sérieux ou de l'absence de doute sérieux. Parce Bah, que c'est avant la saisine, seule. Le doute sérieux, cette appréciation du doute sérieux, et c'est bien ça, c'est bien ce que dénoncent les détracteurs de la loi de TFP, c'est que l'appréciation du doute sérieux, il n'appartient qu'à l'autorité hiérarchique. Donc si l'autorité hiérarchique estime qu'il n'y a pas de doute sérieux et qu'elle ne se tourne pas vers le référent déontologue, ça s'arrête là. Voilà, donc il y a juste une marge. Enfin, le système ne peut réussir que si la pression du discours de la déontologie de la vie publique fait que les élus, les autorités territoriales, les autorités hiérarchiques plus largement se tournent vers leurs référents. Mais jusqu'ici, j'ai pas eu le temps de le dire. Là, je prends ma casquette de référent déontologue. Moi, j'ai déjà eu, depuis le 1er février 2020, j'ai déjà eu 5 saisines d'autorités territoriales, ce qui est déjà beaucoup. J'ai plutôt peur de l'inverse, c'est-à-dire que j'ai plutôt peur d'être submergée par les demandes. Il ne faut pas non plus tomber dans la suspicion généralisée. Comme le disait Marie-Charlotte, et c'est d'ailleurs souvent des petites collectivités, elles sont très très sensibilisées aux risques déontologiques, elles ont peur de retomber. Alors je pense que les sanctions, les risques encourus par les collectivités qui ne jouent pas le jeu, ce risque pourrait plutôt être pénal. Imaginons un agent qui part dans le secteur privé, qui est ensuite poursuivi pour prise illégale d'intérêt, et on peut imaginer que la collectivité qui n'a pas opéré le contrôle déontologique comme il le fallait, n'a pas renvoyé à la haute autorité, on pourrait imaginer la collectivité ou l'élu ou le DGS condamné pour complicité de prise illégale d'intérêt. Ce sont des questions qui vont se poser. Jusqu'ici, il n'y a pas de condamnation pour prise illégale d'intérêt pour pantouflage. Il y en a 10 en tout et pour tout, et ça concerne que des élus. Mais c'est une nouvelle page qui se tourne, donc c'est une affaire à suivre. Je pense que la jurisprudence pénale, elle pourra apporter de nouvelles réponses sur les... Bien, merci. On va clôturer la déontologie pour passer à la discipline. Donc, merci encore à nos intervenants pour... la table ronde sur la déontologie, point quand même important en matière de fonction publique. Merci beaucoup. Puis du coup, on va changer de table ronde.